Bonjour, aujourd'hui je vais entamer la session numéro 3 du chapitre 4 sur les régimes transitoires des circuits monophasés et on va traiter aujourd'hui les transitoires pour un circuit LC. Ce circuit LC, donc, il va nous représenter le schéma suivant. Donc nous avons ici ce système-là. Donc nous avons une source avec une impédance interne JXS et qui alimente, comment dirais-je, donc une charge si vous voulez L, et deux bandes de condensateurs donc pour la compensation. Donc chacun des condensateurs est muni d'un disjoncteur. Et comment dirais-je, donc ce qui est demandé, si vous voulez, c'est de trouver le courant d'appel le plus favorable lors de la fermeture de C1 et en laissant C2 ouvert. Donc ce disjoncteur donc, va se fermer. Donc le disjoncteur de C1 va se fermer. Par contre, le disjoncteur, ça c'est pour C1, et le disjoncteur pour C2, il est toujours ouvert. Il reste toujours ouvert. Donc ici, on va supposer que la source et les condensateurs sont connectés en étoile ou bien en Y, si vous voulez. Et notre système, donc, possède une tension nominale entre phases de 34,5 kV. Pour le banc de condensateur, donc pour C1, c'est un banc de condensateur qui a une puissance réactive Q1 de 18 MVAR à 34,5 kV et Q2 c'est 10 MVAR à 34,5 kV. Pardon. Alors, entre les deux bancs existe une certaine inductance de valeur 19,2 microhenry. Alors, notre source, elle débite un courant de 25 kA. Alors, pour répondre à cette question et pour déterminer le courant d'appel le plus défavorable, donc on va supposer plusieurs scénarios. Donc on va commencer par le premier. Mais avant d'entamer les différents scénarios, on va essayer de déterminer les paramètres de notre circuit. Donc en premier lieu, donc, on va déterminer la capacité de nos condensateurs. Donc en s'appuyant sur la formule Q égale VL, le carré de la tension entre phases divisé par XC, où XC c'est la réactance capacitive. C'est la réactance capacitive. Et donc à partir de cette formule là, donc on peut déterminer XC1 qui est égal à VLL au carré qui est de 34,5 kV. Donc au carré ça nous fera donc ici il y a un 10 puissance 6 et Q1 qui est en mégavar, donc c'est toujours 10 puissance 6, donc on simplifie les 10 puissance 6, on aura donc tout le calcul fait X1 égal qui donne 66,125 ohms. Et à partir de là, connaissant que XC1 c'est égal à oméga 1 sur oméga C1, et à partir de cette formule là on peut déterminer le C1, donc 1 sur oméga XC1. Et bien sûr là j'ai oublié de mentionner que la fréquence ici elle est prise égale à 60 Hz, mais rien n'empêche que vous utilisez 50 Hz. Donc il y a simplement des calculs qui diffèrent un peu. Donc on va prendre f est égal à 60 Hz pour ne pas changer un peu les calculs là. Et nous avons donc la capacité C1
qui est de 40,1147 microfarad. Alors la même procédure se fera pour XC2. Donc on aura à 119,025 ans. Et là, C2, ça nous donne 22,2859 microfarad. Donc ça, c'est pour le bond de condensateur. Donc on a pu déterminer C1 et C2. On va maintenant essayer de déterminer l'impédance de la source. Donc ce qu'on sait, c'est que le courant de la source, ce n'est autre que VLN divisé par XS, du moment que pour le premier cas, on va prendre pour le premier cas, que RS n'existe pas. Donc il n'y a pas de RS. Donc on va supposer que RS, elle est égale à 0. Donc si RS est égal à 0, donc dans ce cas, on peut déterminer XS facilement à partir de là. Et c'est VLN, c'est la tension simple, donc c'est égal à la tension composée divisée par racine de 3 et divisé par le courant débité par la source, ce qui nous donne une réactance inductive. Là, XS, c'est une réactance inductive. Une réactance inductive. Et ce qu'on sait est à partir de oméga LS est égal à XS. Donc ça nous fera donc LS c'est XS sur oméga. Hein? Donc LS est égal à XS sur oméga. Et le oméga là c'est 120 pi. 120 pi puisque la fréquence, je répète ici que la fréquence c'est toujours 60 Hz. Donc ça nous fait 120 pi et ça vous donne 2,1134 milliampères. Pour RS, elle est pour le moment, pour cette variante de calcul, égale à 0. Alors, en négligeant aussi la charge pour le moment, donc en éliminant la charge du circuit, donc on aura le circuit équivalent suivant. Donc ici, donc cette charge sera négligée. Donc cet interrupteur, il reste toujours ouvert. Et le problème, c'est de fermer ce disjoncteur-là, supposons si vous voulez D1, et là c'est D2, c'est le disjoncteur D2, ici c'est notre source. Donc on aura ce circuit-là. Donc, on peut calculer le courant d'appel pour le cas le plus défavorable lors de la fermeture en C1 avec C2 ouvert, c'est en déterminant les autres paramètres. Donc, VM, si on calcule VM, donc c'est racine de 2 sur racine de 3 de VLL, ça nous donne donc une tension de 28,1691 kV, donc c'est la tension maximale. Et en supposant que VDT c'est égal à VM cosinus oméga t plus phi, avec oméga est égal à 2πf, c'est 376,99 radians par seconde. D'autres gens préfèrent utiliser les 377 radians par seconde. Ça, c'est approximatif. Alors, l'impédance Z0, ce n'est autre que la racine carrée de LS. Donc, c'est l'impédance de résonance, donc c'est LS sur C1. Et en faisant tout le calcul, on obtient Z0 égale 7,25, soit 7,26 ohms. Donc vous pouvez utiliser 7,26 ohms. Et pour les conditions initiales, donc les conditions initiales, c'est des conditions qui sont connues. Donc VC10, on suppose que notre condensateur était aussi déchargé, donc la capacité CA est déchargée. Plus tard, on va voir quel est l'impact d'une capacité chargée. Donc VC1 est égal à 0 pour le moment. Donc pour ce scénario, donc nous avons une capacité déchargée, et d'autant plus que le courant égale à 0 puisqu'il n'y a pas de courant de charge.
ILS de 0 est égal à 0, on n'a pas un courant de charge. Donc la fréquence de résonance peut être déterminée puisque nous avons un circuit, puisque nous avons ici un circuit LC. Donc si on ferme, si notre interrupteur est fermé, donc ça c'est C1, C2 ça s'en va et donc ça nous reste simplement ce circuit. Donc c'est un circuit LC, LS ici, c'est un circuit LC oscillant. Donc la fréquence de résonance pour ce circuit, c'est 1 sur oméga facteur de LSC1. Et ça vous donne à peu près 546, soit à peu près 547 Hz. Cette fréquence, elle représente à peu près 9 fois la fréquence de la source dans ce cas. Et bien sûr, en calculant oméga 1, vous pouvez calculer l'oméga 1 là. L'oméga 1, c'est simplement 2 fois de PFN. Vous aurez donc la fréquence de résonance de ce circuit. Alors la solution générale de ce circuit, c'est une solution homogène plus une solution particulière. Commençons avec la solution homogène. Donc la solution homogène, elle est connue pour ce circuit, elle est donnée par la formule suivante. Donc IH1 de t est égal V1 moins VC1 0 sur Z0 sinus oméga n de t. Donc pour utiliser la plus grande différence, c'est-à-dire pour avoir toute la tension, donc le courant maximal, donc c'est pour sinus oméga n de t est égal à 1, donc la valeur maximale c'est cela. Donc la valeur maximale de notre courant, bien sûr, si vous voulez l'amplitude de notre solution homogène, c'est Vm moins Vc1 0 sur Z0. Et du moment que Vc1 0 pour le cas dans lequel on est en train dans le cas du cas étudié, elle est nulle. Donc ici elle est égale à 0 et par là ça nous donne un courant de quand même 3881 ampères, soit 3,881 kA, c'est-à-dire aux alentours de 4 kA/s. Alors ici, du moment que nous avons un circuit LC, pour éviter et pour éviter, si vous voulez, ici, vous avez donc notre source, nous avons notre source, donc vous avez une inductance là, et vous avez la mise en service d'une capacité, là, la mise en service de la capacité, donc on va essayer de fermer cela. Donc on a rajouté une petite résistance ici, de 10 puissance moins 9, c'est pour améliorer la stabilité de la solution. Et si vous voulez, en d'autres termes, c'est pour éviter l'instabilité numérique qu'on avait discuté auparavant. Donc là, cette résistance-là n'est faite que pour éviter une instabilité numérique dans les calculs. Et cette valeur-là, comme vous pouvez le voir, c'est une valeur vraiment très très petite, donc 10 puissance moins 9, vous pouvez choisir 10-10, 10-6, 10-7, ça c'est quand même, c'est simplement dans le but, comme on l'avait dit, de régler, de la régler sur une très petite valeur pour quand même numériquement plus stable que le cas où RS est nul. Et 10 puissance moins 9, c'est presque 0. Alors, dans ce cas, donc, ça c'était pour la solution homogène. Ça c'est pour la solution homogène. Pour la solution particulière, bien sûr, donc nous avons état. État dans ce cas va nous donner cette valeur-là. Et vous voyez là, même avec RS avec 10 puissance moins 9, quand même, nous avons un état qui est égal à moins 90 degrés. Et la solution particulière, elle n'est autre que cette valeur, qui peut être écrite sous la forme de racine de 2 IPRMS par cosinus oméga t
plus phi moins eta. Là, donc, la valeur IPRMS, donc c'est simplement, c'est juste, il faudrait enlever le racine de 2 du numérateur et vous aurez l'expression suivante. Donc, ça vous donne à peu près le courant. Vous voyez là qu'on a éliminé le racine de 2 pour avoir la valeur RMS. Donc, nous avons la solution particulière ou bien la valeur efficace de la composante particulière, c'est aux environs de 304,9 ampères. Et cette composante justement c'est la composante permanente. Et le courant total maintenant, le courant total ici, c'est la somme des deux. Donc c'est la somme de la solution homogène plus la solution homogène plus la solution particulière, pardon. Et pour qu'on soit dans la condition la plus défavorable, il faudrait que EP1 soit maximal et EH1 soit maximal. Et là, les deux composantes, celle à 60 Hz et celle à la résonance, atteignent leur maximum en même temps. Ce qui fait que, puisque on a supposé qu'il n'y avait pas de résistance, bon, la réponse résonante, elle va continuer indéfiniment. Donc, elle va continuer d'une manière pour toujours, si vous voulez. Mais, pour être raisonnable, donc on va travailler simplement sur le premier, on va considérer simplement le premier cycle de 60 Hz. Et là, ça nous donne donc la composante, la valeur maximale qui donne le cas le plus défavorable, qui donne le cas le plus défavorable, c'est quand on somme la valeur maximale de EH1 plus la valeur maximale de IPRMS, et ça vous donne donc à peu près 4,31 kA. Donc là, c'est le courant maximal, donc il va représenter le cas le plus défavorable pour le courant d'appel le plus défavorable pour ce système-là. Donc en mettant en service ce banc de condensateur, donc il faut s'attendre au cas le plus défavorable qui est un courant d'appel de 4,31 kA. Ça va nous donner donc une valeur maximale de la capacitance, une valeur maximale de la tension en bord de notre capacitance d'environ de 56,68 kV. Et cette valeur-là, elle est calculée bien sûr selon la racine de 2 IPRMS par XC1. Donc c'est quand cette valeur-là, elle est égale à 1, et quand cette valeur-là, elle est égale à 1, et ça vous donne la valeur maximale de la tension bon, de notre capacité. Bien sûr, ici, on va supposer que quand même notre interrupteur va se fermer au pic de la tension, et là, on peut enregistrer facilement une tension de quand même d'à peu près 56,68 kV. Donc, ceci dit, donc, nous avons répondu à la question qui était posée au début de l'exercice. Et là, je vous montre simplement la variation en fonction du temps de la composante homogène, c'est une composante oscillatoire, donc sinusoïdale. Même pour EP1, c'est sinusoïdal, mais la première, elle aussi à la fréquence oméga n, donc, et l'autre à la fréquence oméga de la source. Oméga de la source qui est 60 Hz. Par contre, là, c'est 546, quelque chose, donc c'est 9 fois. Donc, si vous prenez par exemple ici, disons, ça c'est une période, donc vous allez retrouver à peu près une période, 2 périodes, 3 périodes, 4 périodes, 5 périodes, 6 périodes, 7 périodes, 8 périodes et à peu près 9 périodes. Donc ça vous fait à peu près 9 fois donc l'oscillation de la composante homopolaire, et l'oscillation se fait à une fréquence qui est de l'ordre de 9 fois l'oscillation du courant de la solution particulière. Et là, je vous montre aussi quand même la solution totale qui n'est autre que la somme des deux. Et vous allez voir ici que
la valeur de I1 dans le premier pic, c'est aux environs de 3811,42. Par contre, le deuxième, c'est 4097. Donc, si vous essayez d'élargir un peu le domaine, donc le domaine vous allez retrouver la valeur 4,31 kA qui est la valeur maximale demandée ou bien appelée en faisant cette manière, c'est-à-dire de fermer l'interrupteur sur C1 en gardant C2 ouvert. Voilà. Et ici, on vous montre à peu près la tension au niveau de la capacité C1 et comme vous pouvez le voir, donc nous avons un premier maximum. Donc ce premier maximum c'est de l'ordre de 54,97 kV. Un premier minimum c'est moins 54,8. Et nous avons un maximum global qui est de l'ordre de 55,66, ce qui est très très proche de la valeur calculée. Et vous avez un minimum global de 55,80. Et comme vous pouvez le voir ici, le calcul et le côté graphique sont presque les mêmes. Il faudrait simplement élargir un petit peu le calcul sur une période assez importante, sur un temps de calcul un petit peu important, et vous allez retrouver que les cas les plus défavorables sont le cas quand les deux composantes homopolaires et particulières sont maximales. Alors, ceci dit, donc je vais m'arrêter là pour cette session 4.3. Donc sur le côté, donc nous avons pu développer analytiquement ce cas de transitoire du circuit LC, en supposant que notre capacité n'était pas chargée, donc la capacité C1 bien, si vous voulez, à t égale à 0, C1 était déchargé. Donc, était déchargé. Nous avons supposé qu'il n'y avait pas de résistance de la source, donc RS nul. Et nous avons supposé aussi que la charge n'existe pas. La charge n'existe pas. Donc, ici, c'était ce cas-là. Donc, comment dirais-je, dans une vidéo future, donc je vais essayer de retracer cet exemple à travers une simulation ATP-MTP. Donc je rappelle que le calcul qui a été fait, c'est un calcul analytique, puisque l'exercice n'était pas vraiment très difficile, donc c'est analytiquement. Donc on va essayer de simuler ce circuit dans le logiciel ATP-MTP et vérifier que les logiciels donnent de bons résultats, malgré que celui-là il utilise l'intégration trapézoïdale et que le développement analytique, il a utilisé la méthode classique, c'est-à-dire d'utiliser la solution homogène plus la solution particulière. Donc je vous remercie une fois encore et à la prochaine vidéo.